Alors, déjà, avant de dire ce que j'en pense, c'est la place qu'on accorde à la presse au niveau des organes de décision et politique en Afrique, la presse économique. Là, par exemple, nous sommes dans un forum de la presse économique, mais nous avons été obligés d'écouter, c'était très bien, moi j'ai beaucoup appris, mais nous avons été obligés d'écouter des brillants professeurs et des patrons d'institutions sur l'ensemble des programmes qu'ils déploient en matière d'atteindre des objectifs de développement durable. Peut-être que ça aurait été bien, et justement Omar Baldé aurait eu l'occasion de vous faire part de toutes les réalités de terrain qu'il rencontre, afin que les interventions de nos experts, professeurs et patrons d'institutions prennent en compte ces aspects-là. Donc je pense d'emblée qu'il faut qu'il y ait une meilleure interaction entre les institutions, les académiciens et le monde de la presse en Afrique. Parce que le résultat, c'est quoi? J'ai écouté la plupart des interventions. J'avais presque envie de dire qu'on enfonçait des portes ouvertes. Les mêmes observations, je les retrouve par exemple dans les rapports de la Banque mondiale. Bon, écoute, l'enquête de Gwenaël était assez intéressante, mais nous retrouvons ces rapports, ces informations dans les rapports de plusieurs institutions qui finalement, à mon humble avis, depuis que je couvre l'actualité économique africaine, racontent les indicateurs de l'Afrique avec leur propre narratif, avec leur propre logique. Prenons le cas de la dette. On dit de l'Afrique qu'elle est surendettée, qu'elle ne peut plus aller emprunter sur les marchés. Mais la vérité, c'est qu'en fin 2020, la dette complète de l'Afrique subsaharienne était de 780 milliards de dollars. Voilà la réalité de la dette africaine. Même quand on compare au PIB, qui est l'indicateur de référence de comparaison de la dette, nous nous rendons compte que ça ne fait que 45% du PIB. Et je rappelle que ce PIB ne prend pas en compte un ensemble de facteurs non monétaires qui ne peuvent pas être comptabilisés parce que simplement on décide de les mettre de côté. Je rappelle aussi que ces 780 milliards de dollars sont beaucoup plus faibles que la valorisation de l'ensemble des actifs miniers déclarés par les entreprises minières cotées sur le London Stock Exchange exclusivement. En 2020, on estimait que leurs actifs miniers étaient autour de 1000 milliards. Je ne parle que de la bourse de Londres. Je n'ai pas encore abordé la bourse de Toronto et la bourse d'Australie, où il y a d'importantes sociétés qui ont des actifs miniers en Afrique. Donc le narratif sur la place de l'Afrique et sur la situation de l'Afrique en termes de développement durable doit être transformé. Les journalistes doivent pouvoir apporter les bons indicateurs. Et je rappelle que selon une enquête d'une institution basée en Afrique du Sud, l'Afrique est le pays où on compte le plus de pays où les populations sont demanderesses d'informations économiques. À la place, nous avons malheureusement un système médiatique qui a plus donné de la place à des médias politiques. Et enfin, je vais vous prendre un exemple, toujours pour parler de développement durable. Tout le monde a dit ici, oui, c'est difficile de financer, oui, c'est compliqué pour l'Afrique. C'est vrai que c'est compliqué pour l'Afrique. Et il faut le dire. Mais ce n'est pas compliqué parce que l'Afrique est mal gouvernée. C'est compliqué parce qu'il y a une donnée qu'on ne présente jamais. Pour partir de Djibouti à Nouakchott, ça fait 8 heures de vol. Si vous prenez un vol direct, Ethiopian Airlines, ou sans publicité, ou Royal Air Maroc, ou n'importe quoi. Quand vous faites 8 heures de vol à partir de Paris, vous arrivez en Asie du Sud-Est. Quand vous faites 8 heures de vol à partir de Paris, c'est pour vous montrer à quel point c'est très vaste les défis que l'Afrique doit affronter. Mais en même temps, pour le développement durable, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des indicateurs qui donnent de l'espoir. À partir du Tchad, vous traversez le Sahara à 1000 km à l'heure dans un A330 pendant 3 heures de temps. C'est vous dire toute la capacité qu'il y a à développer de l'énergie solaire. Et de plus en plus,
on est en train de travailler pour avoir des batteries qui permettront un meilleur stockage. Et ces batteries auront besoin du lithium, auront besoin du cobalt, dont l'Afrique fait partie des premiers en termes de réserve mondiale. Donc l'Afrique n'est pas que celle qui est dans le besoin dans le développement durable. L'Afrique est aussi celle qui peut contribuer à ce développement durable. Que dirais-je du fleuve Congo, dont on dit que si on développe le potentiel entier du fleuve Congo, on pourrait produire suffisamment d'hydrogène pour bousculer le mix énergétique en Europe. L'Afrique produirait pour elle-même et produirait pour exporter. Je ne parle pas du gaz, qui est la matière, qui est l'énergie fossile de transition par excellence, parce qu'elle pollue mieux que le pétrole, que le charbon. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit oui, l'Afrique va vivre des drames et tout, mais en même temps, on négocie des contrats miniers qui ne sont pas favorables en termes de recettes pour l'Afrique et qui prennent tout le gaz africain pour aller le commercialiser dans des pays qui ont déjà des technologies d'énergie renouvelable alors que l'Afrique en a besoin. Donc le narratif en Afrique doit changer, mais nous avons besoin pour cela que nos institutions parlent aux journalistes de manière réaliste. Quand je lis les rapports de la BAD, quand je lis les rapports de l'Union africaine, quand je lis les rapports des chercheurs, quand je lis les rapports des budgets dans les pays, il m'arrive de lire le rapport du Haut Commissariat au plan au Maroc, le rapport de la Banque centrale du Botswana. Il y a une mine d'informations, mais que la seule agence ECOFIN ou les autres médias qui travaillent en Afrique sur ces questions ne peut pas couvrir toute seule, ne peut pas comprendre toute seule. Donc j'insiste pour dire que la lutte pour le développement durable passe par une union forte entre les patrons d'institutions, les académiciens, le monde de la presse, et cette interaction permettra qu'on fasse le vrai narratif du développement durable, pas celui qui nous est donné par les autres, qui décident quand c'est bon et quand c'est mauvais sur notre continent. Et je conclurai en disant, voyez la Covid. Quand ça a commencé, les plus grands experts prédisaient qu'on trouverait des morts jonchés sur les routes en Afrique. Aujourd'hui, on en est encore à se demander pourquoi est-ce que l'Afrique a résisté. Peut-être que si on pousse loin, on comprendra que nos systèmes de santé ont des fragilités pour certaines choses, mais peut-être ont eu une meilleure position pour répondre à ce que représentait la pandémie. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à mon propos d'introduction à ce panel. Merci beaucoup.